Bonjour et bienvenue au Grand Sommet, le Grand Saut. Je m'appelle Frédéric Larouche et bienvenue à cette deuxième journée de l'événement sous le thème Pousser à l'action. C'est un peu cliché de parler de menu du jour, mais je me permets aujourd'hui, puisqu'on met littéralement la main à la pâte ce midi en cuisinant pour relaxer par l'alimentation. En avant-midi, on vous invite aussi à vous muscler plus que l'estomac et à bouger en écoutant comment les disciplines sportives et entrepreneuriales peuvent se nourrir mutuellement. Aussi, on affronte nos mammouths avec le témoignage du comédien Pierre-Luc Funk et l'expertise d'une docteure en neurosciences. Cet après-midi, place à nos deux co-porte-parole préférés, j'ai nommé Dorothy Rowe et Martin Hainaut, et leurs invités qui se sont donné le mandat de cultiver l'ouverture d'esprit en rappelant que diversité, productivité, eh bien, ça rime. Avant de vous présenter la première conférence de la journée, quelques précisions par rapport à l'utilisation de notre plateforme web de diffusion. Alors, sous l'écran de diffusion, la section questions-commentaires pour pouvoir bien sûr échanger entre vous, mais aussi avec les panélistes. Juste à côté de ce bouton, vous avez celui pour remplir notre sondage. On veut avoir votre avis sur les présentations. Ça prend 2 minutes maximum, on promet. L'horaire complet de l'événement se trouve sous l'onglet Programmation en haut de l'écran à droite. Et rendez-vous dans l'onglet Audio pour trouver le lien vers la playlist Le Grand Saut. Si jamais le café ne suffit pas à vous mettre sur le piton ce matin, ça arrive. Vous pourriez conclure ce sommet aussi avec un cadeau parmi les suivants. 2 exemplaires de livres Survivre avec l'antidote de Frédéric Dion et 5 abonnements d'une durée de 2 mois de cours en ligne avec Yoga Fitness. Et aussi, 5 bons de séances gratuites, c'est toujours avec Yoga Fitness. Le tirage va s'effectuer à la fin de l'événement. En attendant, on commence à se réchauffer pour la conférence Discipliner son esprit, présentée par l'Association de construction du Québec. Le journaliste Kevin Breton s'entretient avec l'entrepreneur et athlète Dominique Vallée et la chercheuse Mylène Tremblay pour vous permettre d'aller courir aussi ou de pratiquer votre forme de dégourdissage préférée. Ça vous regarde. Cette conférence-là est disponible en version audio facile à écouter sur un cellulaire, par exemple, via l'onglet audio de la plateforme. Alors, je laisse maintenant la place à Kevin Breton et ses invités et je vous rappelle que vous pouvez poser en tout temps vos questions et émettre vos commentaires. Mylène Tremblay sera des nôtres avec nous pour y répondre après la conférence. Bonne conférence. Bonjour à vous, ça me fait énormément plaisir de venir vous parler aujourd'hui pour cette séance pendant une quarantaine de minutes où on va parler de la santé mentale des entrepreneurs et des leçons qu'ils pourraient tirer peut-être de la santé psychologique des athlètes de haut niveau. Tout ça est parti d'un constat qui a été mené dans un projet de la Fabrique AI de Continuum où on a réalisé qu'il y avait des défis semblables entre ces deux mondes-là, assez connexes, somme toute, celui de l'entrepreneuriat et celui du sport, comme quoi les défis psychologiques auxquels faisaient face les entrepreneurs pouvaient vraiment ressembler à ceux des athlètes, mais que les athlètes, depuis quelques années, semblaient peut-être mieux outillés, mieux équipés pour faire face à la pression constante du stress, à la pression du rendement, de la performance, etc. Et on se demandait, quel petit truc, quelle stratégie on pourrait aller piger dans la cour des sportifs et l'emmener dans le monde des affaires. Donc, moi, ça me fait énormément plaisir de parler de ça aujourd'hui avec vous, surtout que je ne connaissais pas énormément le dossier avant de voir les chiffres. Moi, je suis pas du tout un entrepreneur, même si j'ai été un travailleur autonome pendant longtemps, bien que je viens de la bourse, je viens du royaume de la PME, donc peut-être que ça va me permettre de gagner quelques ça me donne de la crédibilité de savoir que je suis Beauceron. Je connais bien le cuisinier, d'ailleurs, de l'école d'entrepreneurship de Beauce, mais mes connaissances en entrepreneuriat se limitaient à peu près là avant que j'entende mes recherches et que je vois que 60% des entrepreneurs au pays se sentent démoralisés au moins une fois par semaine. Presque 50% estiment que ça affecte leur travail de manière régulière. Donc, on a décidé aujourd'hui d'emmener dans ce panel de discussion 2 personnes qui vont emmener
leur lumière pour savoir comment ben, on peut régler ce problème-là ou en tout le moins l'atténuer. Donc, d'abord avec nous, une ancienne athlète de haut niveau, aujourd'hui présidente de son entreprise, Dominique Vallée, qui est avec nous. Salut Dominique. Bonjour. Ça me fait grand plaisir. Et aussi une experte en la matière, consultante en psychologie organisationnelle, Mylène Tremblay, qui est aussi avec moi. Salut Mylène. Bonjour. On s'est déjà entendu les filles qu'on acceptait de se tutoyer pour cette discussion. Ça vous va toujours? Certainement. Aucun problème. Aucun problème Génial. aussi. Dominique, on va commencer avec toi parce que j'aimerais en apprendre un peu plus d'abord. Bon, ben, tu es une ancienne athlète de haut niveau. Aujourd'hui, tu as ta propre entreprise DoSport 3R. Est-ce que tu peux d'abord nous en présenter un peu? Qu'est-ce que vous faites chez DoSport 3R? Ben, en fait, nous, on est le seul fabricant de planches de paddleboard au Canada. Donc, toutes les compagnies sont fabriquées en Asie. Nous, tout ce qui est rigide, fait en époxy, est fait à notre atelier à Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment à partir de ça qui est le noyau de notre entreprise. Et c'est comme ça aussi qu'on fait la promotion de notre entreprise en étant axé plus sur le local, mais surtout sur la meilleure façon de fabriquer et sur la performance de nos planches. Et vous cumulez les chapeaux. C'est un peu votre carrière d'athlète qui vous a emmené d'ailleurs à surfer sur cette vague-là de l'entreprise. On pourra en parler là, un peu plus tard, mais vous avez aussi une carrière là, de haut niveau sur la planche, dont on va parler un peu plus tard. Mais avant, Mylène, ben, là, j'en ai glissé un mot dans mon introduction. Ce projet-là que vous menez chez Fabrique A et chez Continuum, c'était quoi les intentions à la base? Puis ça a été quoi le déclic pour vous dire on aimerait travailler précisément sur la santé mentale des entrepreneurs? Oui, ben le déclic à la base, c'était qu'on voit de plus en plus qu'il y a des enjeux de santé psychologique chez les entrepreneurs. Donc, le projet vise à essayer d'outiller le plus possible les entrepreneurs au Québec. Puis, on s'est dit, en raison des caractéristiques communes qu'il y a entre les athlètes de haut niveau et les entrepreneurs, entre autres, on parle de l'autodiscipline, la persévérance, la résilience, la prise de risque, un environnement compétitif aussi, puis d'avoir des attentes très élevées envers soi-même. Mais on s'est dit, est-ce que les meilleures pratiques en intervention auprès des athlètes de haut niveau peuvent avoir des répercussions positives chez les entrepreneurs, considérant qu'ils ont déjà des caractéristiques communes comme ça? Donc, au fait, le projet est parti de cette hypothèse-là qu'on tente et qu'on teste via ce projet-là là, qui s'étale sur la dernière année et jusqu'au mois de mars aussi là, cette année. Mhm. Et Dominique, quand vous entendez ça, puis quand vous faites des parallèles entre le stress que vous viviez quand vous étiez planchiste et la pression que vous vivez aussi évidemment aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous voyez effectivement beaucoup de parallèles? Oui, absolument. Il y en a beaucoup. Puis moi, il faut dire que j'ai eu une carrière très longue. C'est-à-dire que j'ai fait de la compétition en planche à voile, qui était mon sport, qui est la planche à voile est olympique. Et puis, est au Panaméricain aussi. Donc, j'ai eu une carrière là, qui a débuté lorsque j'avais environ 19-20 ans et elle a arrêté à 38 ans. Donc, contrairement à plusieurs autres sports où c'est très, très court, la mienne a été très longue. Puis, donc, tout au long de ma carrière, ben, j'ai passé à travers énormément d'épreuves aussi, des bons coups, mais aussi une maturité qui a été différente de quand j'étais plus jeune à plus vieille. Donc, c'est là qu'il y a beaucoup de parallèles, que j'ai pu apprendre beaucoup sur moi en tant qu'athlète et que j'ai pu transmettre ensuite dans mon entreprise. Hmm. Ça, c'est un truc que j'ai appris en vous parlant, en faisant ma recherche tantôt. Je suis journaliste au sport, mais je ne savais pas ça que une carrière de planchiste, ça peut être un des sports qui s'étire le plus longtemps dans le temps. C'est un genre de sport qu'on peut faire pendant vraiment plusieurs années, là. Oui, absolument, parce qu'il y a l'effet, en fait, il y a le côté qui est physique, où est-ce que là, on doit être à point tout le temps, mais c'est aussi, côté physique, on est aussi au niveau, donc on fait de la longue distance, c'est vraiment très, très, très complet comme sport, mais aussi, il y a beaucoup de tactique. Donc, même si physiquement, on est à point, mais que tactiquement et mentalement, on n'est pas prêt, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, il y a une Hmm. combinaison des deux qui fait que quand on est très, très jeune ou très, très vieux, il y a un point à un moment donné où que c'est l'accord parfait pour être le plus performant dans notre carrière.
Puis là, aujourd'hui, ben, tu sais, qu'est-ce que tu peux voir comme différence? Parce que c'est sûrement pas le même stress, pas le même environnement. D'abord, là, dans vos bureaux, si beau soit-il, c'est pas le même environnement que d'être sur le bord d'une plage, j'imagine. Fait que le stress doit pas être le même s'il y a toujours un souci de performance, de rendement. C'est quoi les différences maintenant qu'on pourrait dresser entre la pression d'un entrepreneur et la pression d'un sportif? Ben déjà, moi, je me suis entraînée et j'ai compétitionné jusqu'en 2012, mais de 2000, ben, un peu avant quand même, j'avais commencé, mais euh, d'environ de 2010 à 2016, j'ai aussi entraîné. Et je faisais mon rôle d'entraîneur pratiquement comme une entreprise aussi. Donc, je gérais les budgets, je travaillais pour la Fédération de voile du Québec, mais j'avais beaucoup de latitude. Donc, il y a eu comme un transfert qui s'est fait. Puis j'ai parti ma compagnie en 2012 aussi. Donc, tout ça était un peu en même temps. Donc, au niveau des stress, c'est sûr que il y a des grosses différences, mais à la fin, on veut gagner et on veut que ça marche. Fait que le stress Hmm. principal est réellement le même. Hmm. Quand vous entendez ces propos-là, Mylène, est-ce que c'est le genre de témoignage, le genre de discours qu'on entend, puis qui vous a justement motivé à toi et ton équipe à aller dans ce sens-là, d'aller creuser dans l'expérience des sportifs? Oui, effectivement, tu sais, le contexte de travail, autant au niveau des athlètes que des entrepreneurs, si on veut, c'est ta motivation qui est ton propulseur principal vers l'atteinte de tes objectifs. Donc, autant les entrepreneurs que les athlètes de haut niveau se fixent des objectifs. Oui, je suis contente de voir que Dominique parle que le stress est sensiblement le même. Donc, quand on parlait des similitudes tout à l'heure, c'est important pour un entrepreneur de performer. Tu sais, on entend tout le temps comment devenir un entrepreneur performant. Puis c'est la même chose au niveau des athlètes aussi. Donc, au niveau de des attentes qu'on a envers soi-même ou envers notre sport, notre entreprise, là, c'est un stress qui peut causer certaines répercussions aussi. Mmh. Qu'est-ce qu'on sait du portrait de la santé mentale générale, disons, des entrepreneurs au pays? Est-ce qu'on a des données sur lesquelles s'appuyer pour nous dire: «Ah ben là, peut-être qu'il faudrait lever un drapeau rouge ici puis agir avant qu'il soit trop tard»? Oui, bien, au fait, les principaux stresseurs qu'on est en mesure de voir dans la littérature ou que nous, on a pu constater aussi via notre projet, évidemment, il y a la précarité de revenus, donc le fait que les revenus ne sont pas toujours stables et qu'il y a des finances personnelles qui sont souvent mises dans notre entreprise. Nous, ce qui est ressorti comme le plus Puis, important dans la recherche qu'on a menée. Ah oui, pardon. Oui, excusez-moi, juste Dominique? sur ce point-là, je pense, désolée d'avoir coupé, mais ça, c'est quelque Il n'y chose a pas de qu'en tant problème. qu'athlète, on vit quotidiennement. Donc, le fait que financièrement, au début, quand tu commences, là, tu ne fais pas partie de l'équipe canadienne, puis même une fois, Tu as pas de dépendant des brevet. sports, je veux dire, c'est ça, mon sport, moi, par rapport à être plongeur, par exemple, en plongeon versus planche à voile, nos budgets, là, il n'y a rien à voir. Alors, c'est vraiment la même chose. Donc, cette précarité-là, on la vit déjà en tant qu'athlète. Mmh. Fait que c'est une similitude du début d'être entrepreneur dans lequel il faut vraiment croire en ce que tu fais parce que sinon, pour d'autres personnes qui n'ont pas passé par ça, ça peut être un élément extrêmement stressant qui, pour un ancien Ben athlète, oui. c'est donc c'est du Ben oui, parce que c'est un investissement de temps et d'énergie, puis on espère qu'au bout de cet investissement-là, on va au moins avoir une manière de, si ce n'est que rembourser ses voyages. Là, on sait à quel point ça coûte cher d'aller faire des compétitions à l'international. Donc, on comprend, Mylène, l'argent, c'est un facteur de stress principal parce que ça a un impact direct dans nos finances personnelles. Déjà là, c'est un Oui. enjeu majeur. Est-ce qu'il y en a d'autres obstacles qu'on pourrait identifier? Oui, bien, particulièrement, il y a la surcharge de travail. Donc, tu sais, nous, dans notre étude là, qu'on a menée, on a un taux de 77 des entrepreneurs. Donc, on parle sur 135 entrepreneurs, il y en a 77 qui affichaient, témoignaient là, d'un niveau élevé à très élevé de surcharge de travail quantitative. Donc, on le sait, les entrepreneurs, c'est des gens qui travaillent fort, qui ont une charge qui est très lourde sur leurs épaules. Puis on a aussi des données qui vont dans le sens qu'il y a du stress, il y en a des symptômes dépressifs, puis il y a aussi l'anxiété qui est ressortie comme le trouble de santé mentale le plus répandu là, dans l'échantillon que nous, on a observé. C'est ça. Il y a la surcharge de travail, sinon il y a les attentes élevées envers soi-même, qui est aussi quelque chose qu'on voit chez les athlètes. Et il y a la conciliation travail-vie personnelle qui est un stresseur très important. Donc, que ton travail vient avoir un impact dans ta vie personnelle.
ou peut-être que tu as de la difficulté à te laisser aller dans le moment présent avec ta famille, tes amis, ton cercle de soutien social parce que tu penses aux tâches que tu as à réaliser dans ton entreprise. Il y a également la prise de risque, la prise de décision qui est difficile au quotidien. Et comme Dominique l'a mentionné tout à l'heure, il y a la compétition aussi. Donc, chez les entrepreneurs, là, elle l'a mentionné que tout à l'heure, c'est la qualité de son produit, c'est fait au Québec. Donc, c'est des éléments qui font en sorte qu'ils se démarquent en tant qu'entreprise. Bien, ça, toutes les entreprises veulent se démarquer puis veulent demeurer compétitives pour justement aller chercher soit des clients ou vendre des produits. Donc, ça, c'est des stresseurs qui, à long terme ou même à moyen et court terme, a des répercussions sur la santé psychologique. Donc, on le Mm. voit, anxiété, on a du stress, de la difficulté au niveau de l'endormissement, donc un sommeil de moins bonne qualité. On a peu de temps pour se reposer, pour récupérer et recharger nos batteries. C'est tous ces petits facteurs-là qui, à long terme, peuvent causer l'apparition de certains symptômes de troubles de santé mentale. Puis que plus on traîne cette charge-là longtemps, ben, plus on est à risque justement d'avoir un certain déséquilibre de santé psychologique. Là. Tu as parlé de conciliation, travail, famille, ça me sonne une cloche. Évidemment, c'est évidemment un embûche, mais ça pourrait aussi être une solution pour favoriser une meilleure santé psychologique des entrepreneurs. On va en reparler un peu plus tard dans la discussion quand on va parler justement des pistes à explorer puis à aller chercher du côté des sportifs. Mais j'ai entendu Mylène parler, Dominique, de surcharge de travail. Vous, de votre côté, dans votre entreprise, tu sais, je connais peut-être déjà la réponse parce que j'ai l'impression que c'est un problème qui est généralisé, mais est-ce que vous avez aussi un manque de personnel? Oui, absolument. Mais la surcharge de travail, en fait, nous, c'est sûr qu'on est parti de rien. Je veux dire, il n'y a pas de gens qui faisaient ça ici. Donc, c'est au début, dès le début, ça a été des heures. Je veux dire, quand on parle de surcharge de travail, là, on ne parle pas de 80 heures semaine, on parle de bien, bien au-delà des centaines d'heures par semaine. Donc, c'est sûr que ça, c'est énorme pour les gens autour. Moi, je viens d'un milieu de l'entrepreneur, donc les gens autour de moi, c'est normal. Mais pour les gens qui ne sont pas dans l'entreprise, comme entrepreneur dans l'entreprise privée, c'est vraiment beaucoup. Donc, toi, tu as ce rêve-là, tu y crois, tu y mets toutes les heures, mais il faut aussi que les gens qui embarquent dans ton équipe y croient. Alors, c'est sûr que cette surcharge-là, il faut qu'elle ait l'air pas si lourde pour que les gens de ton équipe n'aient pas l'impression d'être. Parce que je veux dire, les employés, eux autres, ne sont pas obligés de faire 115 heures semaine. Et il ne faut pas qu'ils aient l'impression non plus d'avoir à faire 115 heures semaine. Donc, en plus de la surcharge, il faut qu'elle ait l'air légère, sans trop démontrer que c'est léger. Il faut qu'ils voient qu'on travaille fort, mais il faut qu'ils voient que l'objectif est réalisable. Donc, ça, c'est quelque chose qui, au début, je trouve qu'il est plus difficile. Et puis, comme tout doucement, on s'adapte, mais c'est sûr que la surcharge, elle est importante. Avec la compagnie, plus elle vieillit, eh bien, on pense que ça va être de plus en plus léger, fait que je ne fais plus nécessairement 130 heures semaine. J'en fais un peu moins, mais il reste que quand on arrive dans des situations comme actuellement, où est-ce que justement on a une pénurie au niveau des matériaux, au niveau des employés, eh bien, c'est sûr que ces heures-là, on les fait. On peut pas, il y a pas d'autres. En tout cas, pour moi, en ce moment, il n'y a pas Ouais. d'autre possibilité que d'accepter de les faire. Puis, Puis cette surcharge de travail-là, Dominique, puis tu sais, là, je veux pas glorifier le surménage, puis je pense que c'est quand même important aussi de ne pas passer le message que c'est normal de travailler 50 heures, 60 heures semaine, puis souvent on met ça sur un piédestal, alors qu'on sait que ça peut mener à un burn-out, mais malgré ça, je vous entends parler de surcharge de travail, puis je me dis, la carrière de sportif que tu as menée, tu as quand même bien préparé à faire beaucoup d'heures de travail, puis à en prendre beaucoup sur tes épaules, autant physiquement que psychologiquement, parce que d'abord, une planche, c'est lourd. Fait que ta carrière de Mhm. sportive, le fait que tu gérais ton horaire, tout ça, ça l'a bien préparé le terrain à la réalité que tu allais vivre un peu plus tard comme entrepreneuse. Oui, mais je veux dire que c'est réellement plus le fait d'avoir des parents entrepreneurs qui m'a préparée à ce niveau-là. Parce que comme athlète, quand Mm. on devient sur l'équipe canadienne, quand on devient organisé, on est le centre de l'attention pour performer. C'est-à-dire que j'avais une physio qui venait avec moi. C'est pas toujours le cas, hein, parce que ça dépend financièrement comment on est capable de s'en sortir, mais au moment où est-ce que ça va bien, là, qu'on est dans nos bonnes années, tout est axé sur nous. Donc, on s'inquiète. Des gens s'inquiètent. Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu es bien entraîné? Est-ce que tu es bien logé?
Quand tu es entraîneur, Mmh. il n'y a pas personne qui s'inquiète si tu as bien mangé, Heu, à part ta famille proche. Mais je veux dire, il y a pas tu es pas le centre. Au contraire, là, tu es OK, l'origine de ce qui fait fonctionner cette entreprise-là, mais ça doit être en équipe, donc tu dois penser beaucoup plus aux autres. Elle est là, la différence. Fait que moi, je ouais, dirais pas que la surcharge de travail, c'est oui, on est habitué de travailler fort, mais c'est tellement bien géré parce qu'on veut pas tomber en surentraînement, on veut pas tomber fait qu'on fait très mmh, attention pour ça. Tandis que comme entrepreneur, je veux dire, si je mange pas bien une journée parce que j'ai pas eu le temps, c'est pas bon. On est d'accord tout le monde que c'est pas bon, mais c'est pas le même effet que si je dois faire une course le lendemain. Alors, hein, c'est un à ce niveau-là, il y a un peu de différence. Disons qu'on se néglige un petit peu ouais. plus en tant qu'entrepreneur. Dans mon cas, Ben je me oui. néglige plus en tant qu'entrepreneur qu'en tant qu'athlète. Ça, Mmh. Mylène, Puis c'est une mine d'or d'informations pour vous, ce qu'on entend là en ce moment de la part de Dominique? ben oui, puis il y a un point sur lequel, tu sais, j'aimerais rebondir, c'est les équipes multi qui encadrent les athlètes de haut niveau là, dans des carrières de l'athlète professionnel, c'est réel. Tu sais, comme Dominique l'a mentionné, ils sont encadrés sur la nutrition, sur le sommeil, sur l'entraînement. Ils ont plein de spécialistes qui sont là pour les aider à les mettre dans les conditions optimales pour performer à un moment X. En tout cas, quand tu es à un niveau très élevé, là, je comprends qu'en début de carrière, ça peut être différent. Mais chez l'entrepreneur, puis c'est une des raisons pourquoi on voit souvent de l'isolement social ou de l'isolement professionnel aussi, la solitude, c'est que sont, pour la grande majorité, seuls en tête ou en train de diriger le bateau. Donc, justement, si il y a un certain déséquilibre ou sont un peu plus faibles, mais on veut pas que l'équipe se démobilise, tu sais, on veut que ça continue. Fait qu'on va prendre plus d'heures sur nous, on va avoir le sourire, on va se mettre un front pour que l'entreprise continue de fonctionner, mais ça a quand même des risques aussi au niveau de la santé psychologique. Faut pas oublier Mmh, qu'en dessous du chapeau d'entrepreneur, il y a un humain, tu sais, puis il y a quelqu'un qui a des motivations, il y a quelqu'un qui a des besoins physiologiques, il y a quelqu'un qui a aussi des hobbies que ça fait peut-être 10 ans qu'ils n'ont pas fait parce que leur entreprise a trop pris de place dans mmh, leur vie, tu sais. mmh. En dessous du chapeau d'entrepreneur ou même, je dirais, en dessous de la cape de super-héros de l'entrepreneur, on l'entend, tu sais, c'est une image qui est encore forgée dans notre esprit, là, l'image du le mythe de l'entrepreneur super-héros qui est pas sans rappeler le mythe du sportif ou de l'athlète super-héros. On voit souvent ces personnes-là comme des statues, des roches qui montrent peu d'émotions, qui, comme tu dis, Mylène, ont un front, un sourire, ne laissent pas transparaître leur faiblesse. Mais moi, la dernière année, en tant que journaliste sportif, ce que j'ai vu en 2021, c'est de plus en plus d'athlètes qui acceptaient de montrer leurs failles. Tu sais, on a vu Naomi Osaka, la joueuse de tennis, qui a ouvertement parlé de ses problèmes, que c'est une source d'angoisse pour elle d'aller parler aux médias. On a vu Simon Biles aux Jeux olympiques, ici proche à Montréal. Jonathan Drouin qui s'est octroyé une pause lui-même. On n'aurait pas vu ça il y a 20 ans parce qu'on dirait que socialement, on n'était pas prêt à accepter que les sportifs qu'on perçoit comme des super-héros sont eux aussi fragiles. Fait que j'ai l'impression qu'il y a eu un cheminement qui a été fait depuis des années, qu'aujourd'hui, les sportifs se montrent davantage comme étant des êtres humains. Puis c'est vraiment une excellente chose. Tu sais, on est prêt à sacrifier des performances à court terme pour une performance à long terme. Puis je me dis, est-ce qu'il y a un message à aller chercher là de la part des entrepreneurs de prendre une pause, montrer une faiblesse à court terme, sacrifier du rendement à court terme pour de la productivité à long terme? Est-ce que les entrepreneurs pourraient suivre la trace, le chemin tracé par les sportifs? Oui, ben, de plus en plus, on en voit en ligne sous forme de webinaires ou d'ateliers. Tu sais, on voit des témoignages de PDG ou d'actionnaires de grandes entreprises qui, justement, vont venir partager leur plus grande épreuve, un échec entrepreneurial qu'ils ont vécu, un burn-out, un épuisement professionnel qui ont fait en sorte qu'ils ne pouvaient plus diriger leur entreprise puis qui ont vraiment été obligés de prendre une pause complète en raison d'un épuisement physique, mental, donc tu n'es plus capable de fonctionner. Puis selon moi, ces témoignages authentiques-là, de plus en plus, vont venir aider à déstigmatiser des enjeux de santé mentale, santé psychologique auprès des entrepreneurs. Puis je pense entre autres à Elon Musk, qui est le PDG de Tesla, qui a partagé au courant de la dernière année, qui faisait partie du trouble du spectre de l'autisme. Tu sais, c'est des Mmh. discours qu'on n'avait pas nécessairement dans les dernières années non plus. Il y a une certaine ouverture de la part de la société sur justement la santé psychologique, c'est important.
Maintenant, tu sais, c'est à voir. Il y a des freins, là, on en parlait tantôt dans la culture entrepreneuriale, à briser cette image-là du super-héros. Donc, c'est une culture, tu sais, on veut être performant, puis pour être performant, il faut que tu travailles. Fait que cette culture-là laisse pas place à justement prendre soin de soi, s'arrêter, prendre des moments de récupération, tu sais. Donc, un des plus gros freins à la place qu'occupe la santé mentale chez les entrepreneurs, c'est le manque de temps, mais il y a aussi le fait de l'idée préconçue de ben, si je parle de ma santé mentale, ça peut atteindre l'image de mon entreprise, ça peut démobiliser mon équipe. Ça peut, à long terme, peut-être même me faire perdre des partenaires parce qu'ils vont dire ah, cette personne-là a un trouble de santé mentale ou elle présente des symptômes anxieux. Peut-être que ce n'est pas la meilleure entreprise avec qui faire affaire pour des contrats. Tandis que au bout de la ligne, c'est pas nécessairement, c'est un bloquant en la prise en charge de la santé mentale. Puis il y a aussi un autre problème qui est présent autant au niveau des athlètes et des entrepreneurs que la population en général, c'est l'accessibilité des ressources en matière de santé mentale. On ne le dira jamais assez, ça coûte cher prendre soin de sa santé mentale. Puis un entrepreneur qui lance son entreprise au début, qui a mis beaucoup d'argent dedans sans nécessairement se verser des salaires en début dans les startups, mais il n'y a pas les moyens de payer des sessions de 125 de l'heure, 150 de l'heure pour aller voir un psychologue. C'est malheureux, Ouais, c'est non, triste comme effectivement. réalité, mais on n'a pas le choix de la souligner, tu sais. Ben oui, les entrepreneurs ne vivent pas dans un monde à part, là. Ils sont dans la même société québécoise que la majorité de la population qui a de la difficulté à avoir accès à des soins de santé mentale. Tu fais très bien de le mentionner. Mylène, qu'est-ce que ça évoque chez toi, Dominique, cette idée-là de l'entrepreneur super-héros? Est-ce que ça vient te chercher, toi? Est-ce que tu as déjà senti que tu avais ce front-là, cette cape de super-héros-là, de super-héroïne-là que tu devais garder pour mener à la barque? Ben là, je vais vraiment manquer d'humilité, là. Mais Mhm. je pense que sérieusement, c'est pas un front, je pense qu'on l'est à un certain Mhm. Mmh. point parce que et c'est là peut-être l'analogie avec en tant qu'athlète, puis j'enlève pas le fait que je comprends très bien qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis moi, des creux, je les ai aussi. Mais je pense qu'il y a deux choses, moi, dans ma vie d'athlète qui ont fait que là, je suis arrivée à passer à travers tout ça. C'est que, un, c'est comme athlète, un plan. Tu sais, de préparer. Moi, dans ma compagnie, j'ai un plan. Et quand le plan déroge, même les employés pourraient même me dire, oh, elle et En ses plans. témoigner. Mais moi, je me lève et j'ai un plan. Ah oui, oui, pour en témoigner, parce que quand il déroge du plan, mais tu n'as pas suivi le plan. Et ça ne fonctionne pas si on ne suit pas le plan. Fait qu'il faut, comme athlète, j'avais un plan, puis ça ne fonctionnait pas toujours. Je veux dire, j'avais peut-être pas le résultat escompté. Alors, je m'adaptais. Mais après avoir fait le plan, je pouvais arriver et dire, ben j'ai fait le plan que je pensais qui était l'idéal, tu vois, celui qui allait être le plus efficace. Puis je suis arrivée à ce résultat-là. Maintenant, est-ce que je dois changer quelque chose au plan pour la prochaine étape? Peut-être, mais je vais avoir fait le maximum. Fait que je crois que dans ce temps-là, on est moins à se remettre en question sur toutes sortes de choses. On se remet en question sur les vrais faits. Alors, c'est plus facile, je pense, de passer à une étape suivante. Alors, je ne sais pas si vous saisissez là, ce que j'essaie d'expliquer, Mhm. mais moi, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est vraiment la chose qui est la plus commune entre les deux. Donc, sans plan à essayer de tirer partout, ça ne fonctionne pas. Et moi, je suis quelqu'un de très je veux dire, ma compagnie est dans mon sport, dans ce que j'aime. Donc, pour moi, la glisse et la performance, c'est important. Donc, c'est très, très feeling aussi. Donc, je suis un plan, mais je reste le côté feeling extrêmement développé aussi. Je le développe toujours. Fait que ça, c'est une chose. L'intuition. Puis la deuxième chose, exactement, l'intuition, c'est vraiment le cœur de mon entreprise, je crois, d'être toujours, dans notre cas, en ce moment, voyez-vous, il y a le foil qui est sorti, qui est quelque chose, des nouveaux jouets dans notre milieu. Bien, il faut qu'on soit dedans. Il faut toujours être dans les premiers à pouvoir développer quelque chose. Alors, donc, il y a ça. Puis la deuxième chose, c'est l'encadrement. En tant qu'athlète, j'ai eu des bas assez importants. Et puis, sans les gens autour de moi, sans une équipe pour m'encadrer, jamais je serais passée à travers. Puis j'aurais continué autant d'années comme athlète en planche à voile. Et puis c'est la même chose en tant qu'entreprise. Si je n'avais pas les gens autour de moi pour me dire, quand moi, je commence à faire « Hi, ça ne va pas comme je veux », ben ça ne fonctionnerait pas non plus. Donc, je pense que c'est réellement les deux choses là, qui fait que la question est, est-ce qu'on se sent comme un super-héros? Ben, quand je regarde ce que j'ai
qu'est-ce que j'ai accompli, je me dis, ben sans ça, je ne serais pas rendue là. Donc, sans ma carrière d'athlète, je crois que je n'arriverais pas à faire ce que j'ai accompli. Je crois que j'aurais Mmh. abandonné il y a très longtemps. Fait que c'est ces choses-là que je suis allée chercher. Puis, c'est sûr qu'on a moi, j'ai des bas, des hauts, mais je sais pas, j'ai l'impression vraiment que, oui, on est un type de personne à part, puis que je dis pas que je suis jamais vulnérable, hein, c'est pas ça du tout que je dis. Au contraire, mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression des fois que si je me compare à d'autres personnes, que je suis capable d'accomplir des choses que d'autres personnes n'arriveraient pas à cause de ce passé d'athlète-là. Mmh. Ouais, comme Mhm. quoi Tu la soulignes cape des de points. super-héros. Oui, vas-y, Mylène. Ben non, ouais, c'est correct, mais je trouve que Dominique t'a souligné des points tellement intéressants qui sont retrouvés chez plusieurs entrepreneurs puis des athlètes. C'est toi, ta carrière d'athlète t'a permis de te créer une routine, de planifier, d'avoir des objectifs A, B, C, D, tu sais, puis de planifier à l'avance les éléments qui pourraient bien aller, moins bien aller, puis comment je peux m'adapter à ces situations-là. Donc, moi, ce que je retiens de ce que tu viens de nous partager, c'est ta capacité d'adaptation. Tu l'as développée dans ta carrière d'athlète, mais tu la transposes beaucoup dans ta carrière d'entrepreneur aussi. Puis, tu as souligné un facteur de protection extrêmement important qui peut vraiment aider à un équilibre de santé mentale, c'est un cercle de soutien social. Donc, les besoins fondamentaux là, des humains, il y en a un de ces besoins-là, c'est le sentiment d'appartenance. Donc, d'avoir des personnes sur qui on peut aller chercher des conseils avisés, sur qui on peut juste aller ventiler, donc partager puis faire le partage de ces vulnérabilités-là quand elles sont là. Puis il y a un autre besoin fondamental, c'est le besoin de compétence aussi. Tu l'as mentionné, tu sais, tu as déjà un intérêt envers la glisse, tu aimes ça, tu as un feeling. Fait que c'est tous des éléments qui font en sorte que, oui, tu es dans un contexte entrepreneurial qui est difficile, mais tu es nourri aussi par ce contexte-là parce que tu viens satisfaire plein de besoins fondamentaux. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, là, le point que tu viens de souligner. Ben absolument. Moi, je mentionne toujours parce que souvent, les gens vont nous en parler, c'est difficile tout ça. Puis je dis toujours, si je vendais des clous, probablement que j'aurais pas fait tout ça. Parce que j'aurais pas l'intérêt. Il y a des gens qui aiment les clous, qui vont dans des Mhm. congrès de clous. Je sais pas si ça existe. Mais tu sais, moi mon entreprise, c'est réellement ma passion. Fait que je pense que quand tu es tellement dedans, puis mes amis sont aussi dans ce milieu-là. Donc, moi, je veux dire, quand j'ai des congés, je vais pas, je vais faire de la planche. Donc, ça Ouais. fait partie Puis, intégralement de moi. Et pour décrocher, ben, j'ai d'autres amis ou d'autres personnes ou même les mêmes amis, puis on va faire des choses différentes. On va leur redonner, on va faire des choses différentes, mais il reste que c'est vraiment ma passion. Tu sais, j'ai épousé ma passion en tant qu'entreprise. ouais, Mhm. épousé pour la vie, vraiment, jusqu'après la Oui. retraite. Puis ça, c'est quand même intéressant, Dominique, aussi, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se retrouvent dans un vide. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont aussi regardé la série Virage sur Nouveau qui questionne tout ça, la vie après la carrière d'athlète, où les athlètes se retrouvent dans un espace de vide où là, l'encadrement est disparu, ils ont perdu leur objectif, leur motivation pour se lever le matin. Toi, Dominique, est-ce que tu avais peur que ça t'arrive après que tu aies décidé de cesser la compétition? Puis est-ce que l'entrepreneuriat est venu jouer un rôle dans ça, dans ton après-carrière? Parce que ça t'a permis de continuer à vivre ta passion. Oui, absolument. Mais moi, j'ai eu vraiment un très bon passage d'un à l'autre. En fait, j'ai jamais été inquiète du après. Puis même les gens autour de moi, ma famille proche, n'ont jamais été inquiets non plus. J'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de drive. Donc, peu importe ce que j'allais faire, euh, ça, il n'y avait pas une grande inquiétude là-dedans. Mais il reste que, un peu pour ce que je disais plus tôt, c'est que quand tu es athlète, tu es vraiment le centre de l'attention. Même le côté moi, je viens de Trois-Rivières, donc médiatiquement, des athlètes, il y en a moins un peu. Fait que c'est sûr qu'on a une Mm. pression qui est différente, qui est quand même qui est assez importante. Alors, tu as toute cette attention-là, puis ensuite, tu décides de. Bon, tu n'es plus athlète, alors tu te passes comme entrepreneur, puis là, ben, c'est un petit peu moins dans les médias, ce qui est normal. Alors, tu as moins d'attention, là, c'est différent, là, c'est plus tout le monde autour de toi, c'est toi qui pousses un projet, qui donc, ça, ça a super bien été. Réellement, j'étais prête à ça. Alors, je pense que ça peut être un problème pour certains athlètes, mais moi, je l'ai vraiment bien vécu parce que j'ai commencé à faire des projets entrepreneuriaux comme entrepreneur avant de prendre ma retraite. Donc, même dans les dernières années où est-ce que j'étais quand même, je me rappelle, au championnat du monde, puis me lever le matin,
Puis ce que j'avais hâte de travailler, c'était sur mon projet d'organisation dans l'événementiel, plus que de dire je me prépare pour ma compétition. Alors, c'était le déclic pour me dire ah, là, ça va, c'est le temps de se retirer. Mhm. Alors, c'est par moi-même que je l'ai fait. Je n'ai pas été poussée à le faire non plus. Donc, ça s'est vraiment très, très bien fait dans mon cas. Je pense que c'est ça l'idée, c'est d'essayer de commencer avant, avoir des objectifs différents, puis d'avoir de l'intérêt et une curiosité pour d'autres choses que seulement son sport. Ça fait que c'est plus doux par la suite. Hmm. Ça, je le prends en note d'avoir des hobbies, des passe-temps différents, plusieurs passions qu'on multiplie, parce que quand on va parler de solutions avec Mylène, je veux qu'on aborde ça aussi. Mais avant de passer aux solutions, je réalise que Dominique t'a parlé que tu as eu des périodes creuses dans ta carrière d'athlète, mais on ne l'a pas nommé, cette creux de vague-là en 2004. Puis, tu sais, je pense que ça a quand même forgé ta personnalité d'une certaine manière. Si on peut en parler là, de ce qui s'est passé juste avant les Jeux olympiques. Ah oui, moi, maintenant, je suis capable d'en parler sans pleurer. En fait, moi, j'ai eu des mauvais timings avec les Jeux olympiques. C'était vraiment, on dirait que tout a fait dans ma vie pour que ça fonctionne pas. Donc, en 2004, je me suis fracturé le pied avant les Jeux. J'avais qualifié le pays pour aller aux Jeux olympiques. Et donc, j'avais encore une chance de pouvoir démontrer ce que j'étais capable de faire comme athlète pour représenter le pays. Donc, j'avais qualifié le pays. Il me restait à me qualifier comme athlète. Puis c'est ça, je me suis fracturé le pied. Et il me restait encore une chance de pouvoir le prouver, mais j'ai dû me battre contre le Comité olympique canadien pour avoir cette chance-là. Chance que finalement, après des mois et des mois d'arbitrage, de cours, c'était énorme, là. J'ai pas eu. En fait, on m'a proposé si on allait de se battre jusqu'à après les Jeux olympiques. Mais bref, on est allé en arbitrage, ça n'a pas fonctionné. Donc, moi, j'ai vu les Jeux olympiques de mon salon en 2004 avec plein, plein d'athlètes que je battais déjà, donc qui étaient en bas de moi la liste Mm. des athlètes en termes de résultats. Puis ben, moi, j'étais chez moi, puis eux étaient là-bas. Donc, le Canada n'a pas envoyé aucun athlète à ces Jeux-là. On n'a pas pris le spot qu'on avait gagné. Et puis, à partir de là, moi, je suis quelqu'un J'étais à l'école, là, j'étais jeune, c'était pareil. J'avais une mauvaise note. Le soir, le même, je commençais à travailler pour le prochain. Alors, j'ai fait la même chose 2004. Dès que j'ai été rétablie, je me suis mis à travailler. Et j'étais vraiment prête pour 2008. J'ai gagné les Jeux panaméricains en 2007. J'étais vraiment en très, très bonne position. Puis en 2008, au championnat du monde en Nouvelle-Zélande, à 50 mètres de la ligne d'arrivée, j'ai mal pris une bouée. Et donc, j'ai manqué mon spot pour les Jeux. C'est l'autre Canadienne qui est allée aux Jeux olympiques pour 2008. Donc, c'était un deuxième rendez-vous manqué pour moi, mais celui-là est encore plus difficile parce que c'était pas un pied cassé, c'était un mauvais choix, une mauvaise réaction de ma part. Donc, mentalement, ça a été extrêmement difficile de me sortir de cette impasse psychologique-là. Mais, et puis, j'ai continué jusqu'en 2012, puis après, j'ai pris ma retraite. Mais quand on parle de bâtir une résilience pour devenir entrepreneur, c'est un peu ça, c'est capable d'aller puiser dans ces expériences personnelles qui, des fois, sortent du monde des affaires, qui vont venir forger notre résilience. C'est ce qui nous emmène, Mylène, à comment est-ce qu'on peut mieux outiller maintenant c'est pas tous les entrepreneurs qui peuvent avoir eu la chance d'avoir une carrière d'athlète comme Dominique qui vont lui bâtir une expérience puis une résilience, mais tout le monde peut aller chercher des expériences personnelles qui vont les aider dans leur quotidien d'entrepreneur. Oui, effectivement. Ben, nous, dans le projet, considérant qu'un des plus grands bloquants pour prendre soin de sa santé mentale, c'est l'accessibilité des ressources, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut fournir des outils qui vont être accessibles pour tous les entrepreneurs, peu importe les moyens financiers. Donc, c'est pour ça qu'on agit beaucoup sur la sensibilisation puis la prévention. Puis un angle qu'on utilise, c'est d'utiliser les techniques d'autogestion. Donc, c'est sûr que quand si tu es en situation de surcharge de travail pendant des années, puis que tu présentes déjà des signes de déséquilibre psychologique, puis tu traînes avec toi depuis plusieurs années, les techniques d'autogestion, c'est pas nécessairement ça qui va pouvoir t'aider. Donc, là, on va plus parler vraiment d'un suivi d'un professionnel de la santé qui va pouvoir vous aider à récupérer
cet équilibre-là. Mais avant, quand on veut agir en mode préventif avec des petits gestes qu'on peut faire dans notre quotidien pour améliorer notre santé mentale, c'est là que les techniques d'autogestion peuvent avoir un effet protecteur. Puis vous aider dans cet équilibre-là. Donc, certaines techniques d'autogestion, on pourrait avoir la conscience de soi, donc de développer, si on veut, cette réflexion-là par rapport à c'est quoi, moi, mes signes et symptômes cognitifs, émotionnels et comportementaux quand je vis du stress. Puis à partir du moment que, ah, ben là, je vois dessus, je me sens vraiment tendue dans le cou, ben là, c'est là que ça t'allume une petite lumière en disant, ça fait environ 2 semaines que j'ai pas pris du temps pour moi ou j'ai pas fait une période de récupération où je peux aller prendre une marche dans le bois. Donc, c'est juste des petits éléments que tu peux t'ajuster puis essayer de rectifier le tir avant qu'il soit un peu trop avancé dans ce déséquilibre psychologique-là. Donc, ça en est une technique d'autogestion qui est intéressante. Sinon, il y a aussi, comme ça a été mentionné dans la discussion, avoir un cercle de soutien social. Donc, d'identifier qui, dans mon entourage, je peux aller voir pour avoir des conseils avisés, qui je peux aller voir que je le sais qui va m'écouter, puis qui va être là pour moi dans le non-jugement, puis qui va être empathique envers ma situation, qui que je peux aller voir, je ne sais pas, qui va être présent pour moi pour me donner un coup de main pour faire une tâche X. Bref, ce cercle de soutien social-là peut vraiment avoir un effet réducteur sur l'anxiété, bien, les comportements de somatisation en lien avec des troubles de santé mentale. Sinon, Mmh. on a parlé de résilience aussi tout à l'heure, qui est quelque chose que Dominique elle a beaucoup, puis j'entends beaucoup dans son discours, c'est d'identifier qu'est-ce qui fait partie de mon contrôle, donc sur quoi moi je peux avoir une influence. Donc, je vais agir dessus, puis je vais provoquer des comportements pour reprendre le contrôle ou pour rectifier ces situations-là. Et qu'est-ce qui est hors de mon contrôle? Puis les éléments qui sont hors de mon contrôle, ben là, c'est là qu'il faut que tu sois résilient, il faut que tu lâches prise, puis c'est difficile de le faire, et puis ça prend du temps, mais c'est tous des petits éléments qui peuvent nous aider au quotidien pour essayer justement de retrouver cet équilibre de Fait santé que mentale-là. Puis c'est des pour mes éléments que minutes, Dominique a mentionnés aussi. Elle a un cercle de soutien si elle veut aller faire de la voile, elle a un autre si elle veut aller faire des randonnées en forêt. Donc, ces moments de récupération-là où on n'a pas juste notre chapeau d'entrepreneur sont extrêmement importants parce que ça vient Mmh. recharger nos batteries. Il n'y a pas juste des siestes, ben, se clencher une nuit de 12 heures de sommeil pour se recharger au niveau physique. Là, on peut faire plein d'autres éléments. Puis quand on parle de conciliation, travail, famille aussi, ben moi, ça me fait penser de plus en plus la tendance chez les athlètes, les jeunes athlètes de 10, 12, 13 ans, quand on les forme, ce n'est plus tu dois faire du hockey 11 mois par année, 365 jours par année si tu veux être bon. C'est fais une multitude de sports, tu sais, élargis ton champ d'intérêt. Est-ce qu'on pourrait suggérer la même chose aux entrepreneurs de oui, tu te concentres sur ton entreprise, mais si tu as d'autres passions que tu as délaissées, c'est une bonne manière de recharger tes batteries avant d'arriver au stade où tu dois consulter. Oui, ben moi, 100 je fais du pouce là-dessus. C'est extrêmement important, selon moi, de ne pas juste mettre toujours notre chapeau d'entrepreneur 100 du temps. C'est important d'être en mesure aussi, quand on prend du temps avec notre vie personnelle, avec notre famille ou notre cercle de soutien social, ben, de se donner ce droit-là à la déconnexion aussi, de se dire, oui, je suis entrepreneur, mais aujourd'hui, j'ai prévenu mon équipe, c'est un moment que je prends pour moi, je vais profiter du moment présent. Donc, c'est vraiment du lâcher prise. C'est pas toujours facile, on le sait, de déléguer certaines tâches. C'est difficile, surtout quand c'est son entreprise, c'est notre bébé, on a de l'argent mis là-dedans, c'est notre motivation, c'est vraiment notre objectif principal dans la vie, mais il faut trouver un équilibre. Puis cet équilibre-là est primordial si on veut avoir justement une bonne santé psychologique. Génial, Mylène. Il existe aussi des groupes d'entraide, des lignes d'aide. On pourra aussi placer les références, évidemment, de Continuum et Fabrique A. Mais en terminant, Dominique, si on avait un dernier conseil peut-être à donner aux entrepreneurs pour prendre soin à la fois donc de son entreprise et de sa santé mentale, parce qu'on réalise maintenant que c'est connexe, ce serait quoi le conseil que vous aimeriez donner aux gens qui nous écoutent? Ben, en fait, je pense, des fois, on veut être réactif puis vraiment rapide. Puis ça vaut la peine de s'asseoir un peu, puis de prendre du recul. Puis si on a quelqu'un à qui en parler, ça veut pas dire que la personne va emmener la solution ou avoir la bonne idée, mais c'est juste de pouvoir voir différentes perspectives. Je pense que moi, à chaque fois que j'ai eu, que ce soit dans ma carrière d'athlète ou en tant qu'entrepreneur, ou ce que j'ai eu des choses qui sont allées un peu moins bien, c'est parce que je me suis garochée trop vite.
Et puis, c'est justement peut-être avec l'âge qui là, devient de plus en plus vénérable, mais qui fait que de prendre un peu plus le temps, puis pour être sûr qu'on a regardé toutes les options possibles pour essayer de prendre la meilleure. Ça ne sera peut-être pas la meilleure, mais essayer du moins d'y avoir bien réfléchi pour axer, puis se donner toutes nos chances de notre côté pour que ça fonctionne. Ben, Mylène, Dominique, merci beaucoup d'être venu parler franchement avec moi aujourd'hui. J'ai beaucoup appris, j'ai pris des notes. J'espère que les gens qui nous écoutent aussi, c'était vraiment très agréable de vous parler à vous deux. Bien, le Et plaisir merci à était pour vous. moi. Merci beaucoup. Ouais, une belle rencontre. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Et nous, ben, on retourne avec Frédéric Larouche. Bon retour en studio. Pendant que vous reprenez votre souffle, profitez-en donc pour remplir notre petit sondage. Le bouton se trouve sous l'écran de diffusion. Si votre partenaire d'affaires ou de course aurait aimé cette conférence mais n'a pas son billet pour le sommet, eh bien, il n'est pas trop tard pour s'en procurer sur lepointdevente.com. La programmation du Grand Saut sera en rediffusion jusqu'à la fin du mois de février 2022. En direct avec nous pour répondre à vos questions, la chercheuse Mylène Tremblay. Bonjour Mylène. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous aussi? Absolument, ça va très, très bien. Je commencerai avec une première question. En résumé, Oui. quelles sont les plus grandes difficultés traversées à la fois par les athlètes de haut niveau et les entrepreneurs? Oui, ben, je pense que ce qu'on a vu aussi via la rencontre qu'on vient de visionner ensemble, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes personnelles envers soi-même dans les deux situations. Donc, on veut être une machine qui est performante, donc on s'en met beaucoup sur nos épaules. Puis ces deux catégories, si on veut, deux environnements dans lesquels on n'a pas peur d'investir beaucoup de temps, d'énergie, puis d'y aller à 100 là. Donc, il est plus là le risque, si on veut, d'épuisement. C'est qu'on est tellement motivé, on a tellement des objectifs qu'on veut atteindre que souvent, on a tendance à peut-être laisser notre côté personnel ou, si on veut, notre qualité de sommeil de côté ou pas nécessairement prendre les moments de récupération nécessaires pour ralentir puis recharger nos batteries. Oui, c'est pas s'arrêter le problème, hein. Souvent, c'est... ben, en fait, s'arrêter, c'est le problème, puis c'est pas de se lancer dans ces domaines-là, contrairement à d'autres. Puis c'est de savoir s'arrêter aussi, je pense. C'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde, tu sais, de prendre un moment off, OK, mais faut savoir s'arrêter au niveau psychologique aussi, tu sais. C'est difficile. Oui, il y a une différence hein, entre arrêter complètement, arrêter la switch ici. Deux choses. Oui. Une autre question, pouvez-vous nous parler plus en détail de l'étude que vous êtes en train de mener et si vous avez déjà quelques constats? Oui, ben avec plaisir. Je vais être présente aussi vendredi pour parler un peu plus des résultats de l'étude. Mais nous, nos constats généraux, ce qu'on est content de constater aussi, c'est que le bien-être au travail en général des entrepreneurs est très bon. Donc, on a un taux de plus de 85 des entrepreneurs qu'on a sondés qui affichent un niveau très élevé à élevé de bien-être. Par contre, c'est sûr qu'il y en a des problématiques, puis il y en a des signaux de détresse psychologique. Donc, on parle d'environ 15 à 20 comme la population en général. Mais ce qui est ressorti comme plus important dans cette détresse psychologique-là, c'est l'anxiété, c'est la dépression et évidemment la surcharge de travail là, qui était extrêmement répandue pour la majorité des entrepreneurs. Comme je parlais tout à l'heure aussi, c'est pas nécessairement de s'arrêter qui est le problème, mais c'est de savoir s'arrêter. Donc, quand on est allé voir un petit concept que nous, on aime bien aller voir en psychologie, c'est le détachement psychologique. Donc, la capacité d'une personne à décrocher et de ne pas penser aux tâches à réaliser dans les périodes qui sont hors travail. Ben ça, cette petite capacité-là de mettre la switch à off au niveau des entrepreneurs, c'est à développer. Donc, c'est un élément, plus une piste d'amélioration, si on veut, sur lequel on peut travailler avec les entrepreneurs pour qu'ils soient capables d'arriver chez eux puis de se donner droit à la déconnexion, là, malgré que leur entreprise, c'est comme un bébé aussi. Et maintenant que vous avez établi concrètement ça, est-ce que vous avez en tête déjà des actions concrètes à proposer aux entrepreneurs? Oui, effectivement. Comme je l'ai mentionné dans la rencontre, c'est sûr que nous, on essaie d'agir le plus possible en prévention, donc de donner du contenu de sensibilisation, de déstigmatiser la santé psychologique chez les entrepreneurs.
On observe aussi une piste pour briser l'isolement professionnel, donc de créer des groupes de soutien, des groupes de co-développement entre entrepreneurs dans lesquels on fait des tests, puis on est accompagné par une préparatrice mentale de l'Institut national du sport qui vient rencontrer nos entrepreneurs dans nos groupes de co-développement puis leur donner des outils pour essayer de les aider, les accompagner dans le développement de ces habiletés-là de performance mentale. Donc, faire preuve de flexibilité pour mieux réagir aux situations de stress. Et prochainement aussi, on va avoir d'autres interventions là, pour accompagner les entrepreneurs, les outiller. Et on a mis en place une cartographie en ligne aussi pour faire rayonner un peu plus les initiatives qu'on a au Québec ou ailleurs et pour faciliter la recherche d'accès aux ressources chez les entrepreneurs. Donc, on a plein de pistes qu'on veut observer. On agit beaucoup en sensibilisation, en autogestion aussi, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est, selon nous, la manière la plus facile de rejoindre une grande masse dans la communauté entrepreneuriale puis d'avoir peut-être un impact un peu plus durable. On parle d'accès à tous ces services-là. C'est un peu partout au Québec. À quoi ça ressemble les outils qui sont donnés par l'intervenant qui accompagne les entrepreneurs qui vont aller chercher ces services-là? C'est sûr que ça, c'est extrêmement varié. Là. Il y a pas une situation comme une autre, mais dans les ressources, il y en a plusieurs au Québec. Il y a autant des groupes de soutien, donc dans lesquels vous allez être rassemblés avec d'autres entrepreneurs qui comprennent votre réalité aussi, dans lesquels vous allez pouvoir échanger. Ces groupes-là peuvent être soit libres ou soit encadrés par un professionnel, donc soit un psychologue, soit un travailleur social ou une personne qui est capable d'animer puis de faciliter ces groupes-là. Sinon, il y a des ressources un peu plus personnalisées. Donc, oui, il y en a des cliniques virtuelles, il y en a des thérapies one-on-one qui peuvent être faites. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'applications qui sont développées, que les gens peuvent télécharger pour s'initier à la pleine conscience, s'initier à la gestion du stress, puis voir un peu plus en temps réel, bon, OK, ben moi, je sens tel élément dans mon corps, comment est-ce que je peux reprendre le contrôle sur ces émotions-là? Donc, on voit qu'il y a plusieurs ressources dans différentes catégories. Maintenant, c'est d'amener les gens à les consommer. Puis pour faire ça, il faut faire un travail de sensibilisation puis un travail de déstigmatisation des enjeux de santé psychologique parce que c'est important d'en parler. C'est présent dans notre société, pas juste chez les entrepreneurs, là, c'est présent dans toutes les catégories de travailleurs puis auprès de tous les humains. Et là, ces ressources-là, ces services-là, c'est le fruit de nombreuses recherches. Est-ce que c'est toujours possible de participer à votre étude? De l'étude en ligne, non, parce que maintenant, elle est fermée pour qu'on puisse interpréter les résultats là, d'une manière peut-être un peu plus poussée. Par contre, on a encore des groupes de co-développement que si les entrepreneurs sont intéressés, ils vont pouvoir se joindre à nos groupes. Donc, on peut s'inscrire sur la page de la Fabrica. Donc, tout dépendant, on peut lancer d'autres groupes de co-développement au courant des prochains mois. Sinon, nous aussi, on a un projet pilote qu'on veut faire auprès d'accélérateurs, d'incubateurs et d'espaces de coworking dans lequel on veut former justement les acteurs de cette entreprise, organisation-là, à donner de manière autonome un atelier qui vise à sensibiliser les entrepreneurs qui consomment leurs services. Donc, soit au début de leur parcours entrepreneurial ou lors d'un atelier. Donc, on va essayer de faire de la formation à un plus haut niveau et de descendre ça sans avoir la prétention de former tout le monde en expert en santé mentale. C'est pas ça qu'on veut. On veut juste une base. On veut qu'ils sachent où sont les outils, quelles ressources qui sont à leur disposition pour augmenter justement la facilité d'accès de ces différentes ressources-là. Donc, juste aller voir sur la page de la Fabrique Agile sur Google ou nous suivre sur nos réseaux aussi. C'est là qu'on fait la promotion de tous nos événements qu'on va diffuser dans les prochains mois. Bien, merci beaucoup, beaucoup, Mylène. Honnêtement, des belles ressources. Il faut passer le mot, il faut en parler. On le répétera jamais assez. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie encore. Bien, merci. Bonne journée. Bonne journée. Et moi, je vous donne rendez-vous à 10h30 pour la prochaine conférence « Canaliser son stress » avec le comédien Pierre-Luc Funk. N'enlevez pas vos leggings trop vite, par contre, parce qu'on vous propose une pause active avec notre partenaire Mon Équilibre UL. C'est en compagnie de Sandra Tremblay. Bon gainage.